Donc, déjà, bonjour à toi, John, parce que tu es l'un de ceux qui comprennent le mieux la pensée de Thierry Curti aujourd'hui. Thierry Curti, qui est donc le créateur du concept de l'AMI, dont on va parler aujourd'hui. Tu as beaucoup étudié la pensée de Thierry et tu as écrit un certain nombre d'articles sur certains de ces concepts. Des articles qui ont le mérite d'être pédagogiques, d'être synthétiques et donc de nous donner accès à une pensée qui est systémique et donc complexe et qui a besoin à un moment donné de vulgarisateurs comme toi. Donc je vais commencer à parler avec toi de l'AMI, puis après je verrai avec Martin qui a un aspect plus d'économiste et qui pourra éclairer certains aspects plus techniques et plus liés à l'économie en elle-même. Donc toi déjà tu as écrit un article sur l'AMI. Donc l'AMI c'est l'action mutuelle d'investissement. Aujourd'hui on va essayer de présenter ce concept. Et déjà pour dégrossir un petit peu, j'aimerais dire deux trois choses. Donc premièrement, ce concept a été inventé par Thierry Curti. Deuxièmement, en gros, hein, c'est un système qui permet de financer des projets et qui s'inscrit, ce concept s'inscrit dans une nouvelle économie. C'est l'idée qu'il y a une nouvelle économie qui est en train d'émerger avec différents éléments. Il y a le revenu de base, hein, dont on commence à parler beaucoup. Et puis à un moment donné, Thierry a apporté un concept de plus qui est l'action mutuelle d'investissement qui pourrait être une pièce majeure de cette nouvelle économie. Alors on va voir à quoi ça sert et on va voir ensuite comment ça fonctionne. Mais on va déjà s'intéresser quel est le but de l'AMI, à quoi ça sert, c'est quoi la philosophie qu'il y a derrière. Donc déjà si tu peux nous éclairer sur ce premier point, à quoi ça sert fondamentalement? Alors l'AMI a deux fonctions principales. Donc la première, tu viens de la citer, effectivement, ce sera un instrument de financement, financement d'activité, parce qu'il faut savoir qu'avec l'attrition progressive du travail salarié, du coup les gens, il va bien falloir qu'ils contribuent d'une manière ou d'une autre à la société. Et cette manière de contribuer, comme je l'ai mentionné dans plusieurs articles, c'est la microactivité. Beaucoup de gens passeront probablement par ce schéma-là. Mais le problème, c'est que ben, pour le financement, les institutions financières, les banques, tout ça, ne sont pas vraiment familières avec la microactivité, hein. Donc, l'avantage de l'AMI, c'est de combler justement ce vide en apportant, en étant un intermédiaire pour les banques, pour être un serviteur en quelque sorte de toutes ces activités qui émergeront. La deuxième fonction, c'est que c'est un instrument de démocratie, hein. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le peuple, enfin les gens en tout cas qui adhéreront à l'AMI, qui vont pouvoir décider des projets qui pourront voir le jour. Donc juste pour donner une idée, c'est au lieu que ça soit une minorité qui décide de par leur capacité d'investissement quelles entreprises ou quelles activités doivent voir le jour, là c'est vraiment la population qui aura un pouvoir économique. Voilà. Donc c'est un instrument de démocratie au même titre que le vote pour voter ses représentants, quoi. Enfin, pour désigner son orientation politique, quoi. Alors, on va revenir sur ces deux points. D'accord? Alors, d'abord, situer un peu le contexte, parce que tu as parlé de l'attrition du travail, de l'emploi salarié. Alors, revenir un petit peu sur ces notions de base que pour nous, c'est devenu évident, mais pour les gens, ça l'est pas forcément. L'AMI est une réponse à un nouveau contexte qui est celui de l'attrition de l'emploi salarié lié au progrès de l'automatisation. C'est bien ça. Tout à fait, oui. Donc en gros, du fait des progrès de l'intelligence artificielle, il y aura de moins en moins d'emplois salariés, donc toute une masse de travailleurs vont se retrouver au fameux chômage. Ils vont avoir dans ce nouveau système, cette nouvelle économie, un revenu de base pour pouvoir justement assurer leur dignité et donc leurs besoins primaires. Mais le but n'est pas seulement qu'ils soient sous assistance, à pouvoir tenir une survie, mais qu'ils aient une nouvelle activité. Donc ils seront libres à la fois de porter eux-mêmes des projets, mais ils seront libres aussi, et c'est ça l'intérêt de l'AMI, de décider en tant que citoyens de quels projets doivent être financés. Et ça, c'est l'AMI qui le permet. C'est un système qui permet au peuple, aux citoyens, de décider quels sont les projets qui vont être financés. Et ça nous rapproche un petit peu de ce qu'on appelle le crowdfunding. Finalement, on n'est pas très loin. Le crowdfunding, tu as des projets et les gens décident, ah tiens, j'ai envie d'aider ce projet, et ils font des dons. Hein, on n'est pas très loin, c'est un concept assez proche.
Oui. Ah, mais c'est du financement participatif, ça fonctionne sur ce principe-là, hein. À la différence qu'il y a quand même un plus que le financement participatif n'a pas et qui peut potentiellement déstabiliser l'économie, on en reparlera un petit peu plus tard, mais oui, c'est du financement participatif. Le financement participatif, c'est l'apogée du capitalisme en permettant à tout le monde de choisir et de financer le projet qu'il veut, quoi. D'accord. Voilà. Donc, d'ailleurs, concrètement, l'AMI, ça se présente sous la forme d'une plateforme en ligne, hein. C'est ça. C'est une plateforme en ligne, comme une plateforme de financement participatif. Oui, c'est une plateforme en ligne, oui. Voilà. Il y a quelques-uns de ces aspects qui peuvent être physiques éventuellement, mais oui, globalement, c'est une plateforme en ligne, oui. Voilà. Comme ça permet de visualiser, hein. On est sur quelque chose qui est de l'ordre d'une plateforme en ligne. Et donc le deuxième but que tu as mentionné, c'est la dimension démocratique de l'AMI. C'est-à-dire, effectivement, c'est un instrument qui, d'une part, permet de financer des projets, donc des projets, on va voir quel type de projet, hein. Et puis après, c'est un instrument qui permet plus de démocratie au niveau de l'économie même, en fait. Alors, par rapport à ça, bon, c'est ce que Thierry appelle la philosophie de l'AMI, hein. D'ailleurs, j'avais relevé deux extraits de son article de présentation qui sont intéressants par rapport à ça, où il dit, alors je cite, le rôle de l'AMI est sociétal et démocratique, pas commercial. Sa fonction n'est pas de financer des projets, mais d'offrir au peuple un système démocratique lui permettant d'influer sur les grandes orientations politiques et économiques. Et une deuxième citation issue du même article. Il faut au préalable intégrer l'idée que le but de l'AMI n'est pas de fournir un lieu d'investissement ou d'épargne au public, mais bien un moyen d'influer sur les grandes orientations politiques et économiques en remplaçant le dire par le faire. Donc Thierry insiste bien que le but de l'AMI n'est pas économique ou financier. Ça a une dimension économique et financière, mais au service de la démocratie. En fait, le but de l'AMI, c'est de donner au peuple les moyens de décider quels projets économiques doivent être financés. C'est ça, tout à fait, oui. Oui, il faut bien voir ça comme un instrument de démocratie, au même titre que le vote, sauf que là, on ne vote pas pour désigner les orientations politiques du pays, là, on vote pour les orientations économiques du pays. Voilà. Exactement. C'est une forme de vote, en fait, on vote, mais au lieu de voter pour des présidents, des maires, etc., là, on vote pour des projets économiques. Alors, d'ailleurs, quel type de projet ça peut être ? Ma foi, tout ce que le peuple considère comme favorable, je pense notamment aux projets de transition écologique qui auront certainement un très grand succès, hein. Donc ça peut être des micro-entreprises individuelles, comme beaucoup veulent faire. Ça peut être aussi des projets plus ambitieux. Ça peut être des entreprises qui comporteront à l'avenir un certain nombre de salariés en fonction de leurs besoins. Ça peut même aussi être des associations à but non lucratif. Donc, par exemple, des associations de quartier, de nourriture. Et bien sûr, ça peut servir non seulement aux particuliers, mais ça peut servir également aux collectivités territoriales, les régions, les départements, les communes qui aimeraient financer des projets, mais qui aimeraient ajouter plus de démocratie dans leur démarche, en faisant davantage appel à leurs administrés pour choisir tel ou tel projet, hein. Alors maintenant, il y a déjà du progrès. Certaines communes, comme la commune d'Angoulême où je suis, proposent des budgets participatifs, donc c'est-à-dire que la commune détermine un budget, ça doit être quelque chose de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros dans le cas d'Angoulême, puis après une assemblée de personnes qui ont choisi de participer choisissent le projet qu'ils veulent. Là, avec l'AMI, ça permettrait d'aller encore plus loin. D'accord. Donc, l'intérêt pour tous ces acteurs-là que tu as cités, c'est de trouver des financements grâce à l'AMI. Donc, tu as cité 4 types d'acteurs. Il y a les micro-entrepreneurs, les entrepreneurs, les associations et les collectivités territoriales. Donc, finalement, c'est assez divers. Ça peut intégrer un certain nombre d'acteurs très différents. Le point commun de tous ces acteurs étant qu'ils ont simplement un projet qui doit être financé et ils cherchent des financements. D'habitude, qu'est-ce qui se passe quand on a un projet comme ça et qu'on cherche des financements? Qu'est-ce qu'on fait? On va voir une banque, c'est ça en fait aujourd'hui. On va voir une banque.
Dans la majorité des cas, oui, on va voir une banque, oui, effectivement. Là, pour l'instant, je sais que pour les très petites entreprises, bon, il y a quelques offres de financement, mais disons que, comme je l'ai mentionné au départ, le problème avec les banques, c'est qu'elles sont pas vraiment familières aux micro-activités, hein. Ouais, La plupart des banques qui existent aujourd'hui, comme la Société Générale, BNP, qui existe depuis le milieu du 19e siècle, ont été créées à l'époque où c'était les grosses industries qui dominaient, hein. voilà. Donc elles, leur cœur de métier, c'est vraiment le financement des Donc ça, d'entreprises qui voilà, ça comportent les, quand même ça les un intéresse, certain nombre de salariés, quoi. ça les intéresse pas de financer des petites entreprises, quoi, en fait. Ils n'ont pas Ben, l'habitude de faire ça. Alors qu'avec c'est l'AMI, pas du que coup, ça, il y a la possibilité que ça se fasse. disons, c'est pas que ça les intéresse pas, c'est surtout que c'est pas leur cœur de métier, hein. Parce que la particularité d'une petite entreprise, c'est qu'elle a besoin d'être conseillée, c'est qu'elle a besoin d'être guidée. Dans une entreprise qui comporte un certain nombre de salariés, l'entreprise peut elle-même embaucher des conseillers ou des choses comme ça, qui peuvent la guider dans cette démarche. Le banquier, finalement, est cantonné juste à sa fonction de financier, hein. Alors que une très petite entreprise n'a pas forcément toutes ses ressources à sa disposition. Et le problème, c'est que le banquier ne l'a pas nécessairement, quoi. Donc, si elles sont frileuses à financer des micro-activités, c'est que c'est pas leur cœur de métier, on va dire. Et d'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dans les années 50 ou 60, quand on voulait financer son petit projet de boulangerie du village, on allait voir non pas la banque, mais le notable local, quoi. Le petit patron d'usine, le médecin, le notaire, qui avait besoin d'un endroit où placer son argent. Donc, du coup, il finançait des petites activités de village, quoi. C'est un phénomène assez récent, en fait, que les banques ont commencé à prendre beaucoup, beaucoup d'importance au sein de la société. Donc, et D'accord. donc, le rôle de l'AMI, justement, c'est d'être cet intermédiaire, quoi, puisque l'AMI, c'est pas juste aussi une plateforme de démocratie, ça peut aussi également être une plateforme pour conseiller, à l'instar d'une pépinière d'entreprise, comme le projet Station F, je crois, oui, c'est ça, Station F, qui conseille à des entreprises pour pouvoir se développer, quoi, hein. Ok. Et alors, donc, tu as mentionné aussi les associations et les collectivités territoriales. J'aimerais juste qu'on revienne un tout petit peu là-dessus pour que ce soit clair pour les gens. Donc, une Mhm. association à but non lucratif, elle pourrait trouver des financements sur l'AMI. Oui, c'est ça, tout à fait. Si, pour peu que le projet plaise aux membres de l'AMI, elle pourra trouver tout aussi, elle pourra satisfaire ses besoins en financement, oui. D'accord. Euh, donc, par exemple, je sais pas, une association de quartier, comme tu disais, qui a envie d'aider les jeunes de quartier, par exemple, elle a besoin de certains financements, elle peut soumettre son projet à l'AMI, par exemple. C'est ça, tout à fait, oui. Et donc la collectivité territoriale, on rappelle donc qu'est-ce que c'est une collectivité territoriale pour les gens? Les collectivités territoriales, c'est les communes, les régions et les départements. Voilà. Voilà. Et donc ces collectivités territoriales, elles-mêmes, elles ont parfois des projets pour leur territoire. C'est ça, oui. Et alors donc actuellement, elles se financent sur les fonds publics, j'imagine, et à partir de l'AMI, elles pourraient aussi trouver des moyens de financement euh, grâce à ce système nouveau, quoi. C'est ça, tout à fait. Pour l'instant, les collectivités territoriales reçoivent principalement les dotations de l'État, Voilà, c'est ça. qui, pour le moment, et comme l'a mentionné Thierry, servent à dépenser le plus possible dans des activités un peu bancales pour créer des emplois. Sinon, pour leurs emprunts, elles empruntent auprès de la Banque des Territoires, qui est une filiale de la caisse, je sais pas comment ça s'appelle déjà, la Caisse des dépôts et de consignation, hein. Mm. Voilà, oui. Donc, c'est l'un des principaux pourvoyeurs en capitaux pour les collectivités territoriales. Et là, ce que pourrait apporter l'AMI, c'est du financement supplémentaire, mais avec l'approbation de la population, hein. Donc, D'accord. Donc voilà, on voit à peu près quels sont les différents cas où des gens pourraient trouver des financements. Alors, mm, donc maintenant, donc on voit à peu près la raison, le but de cet ami. On va rentrer un petit peu dans le fonctionnement maintenant. Et donc, pour simplifier, je me suis dit que pour simplifier, on pouvait. Je me suis fait moi-même un petit schéma parce que c'est difficile de récapituler tout ça. Alors, j'ai mis mhm. l'ami. Est-ce que tu vois là, c'est bon? J'ai Euh, j'ai mis l'ami. oui, c'est bon. J'ai mis l'ami au centre, tu vois. Donc c'est D'accord. l'ami est un intermédiaire entre trois types d'acteurs en fait, hein. Alors après on Oui. pourrait rentrer dans les détails, il y a aussi les sociétaires, il y a aussi d'autres choses, mais en gros, hein, pour simplifier, l'ami est l'intermédiaire entre
Donc les porteurs de projets, on vient de le voir, donc ils peuvent être des micro-entrepreneurs, des associations ou des collectivités territoriales. Eux, ils cherchent des financements. Bon. Et donc, il va y avoir un deuxième acteur qui est la banque. On pourra en parler. Et la banque va financer, elle finance l'AMI en fait, elle émet un crédit pour l'AMI. C'est ça. Donc elle met à disposition une certaine somme d'argent dont l'AMI va pouvoir disposer. C'est ça, oui. Et alors après, il y a les membres de l'AMI qui sont en fait des citoyens lambda. Oui. Ils sont membres dans la mesure où, on le verra, on approfondira un petit peu, ils sont membres dans la mesure où ils détiennent des codes parts. Alors un code part, ça coûte 100 €. Tu achètes un code part et à partir de là, tu deviens membre en fait de l'AMI et ça te donne une voix. Comme quand on vote, on a une voix, chaque citoyen représente une voix. Là aussi, voilà, chaque personne représente une voix. C'est ça ? Je me trompe pas ? C'est ça, tout à fait. C'est ce qu'on appelle une coopérative. Donc, c'est-à-dire que quel que soit le nombre de codes parts que tu achètes, ben, tu as le droit qu'à une voix. Donc, c'est une entité égale une voix. À la différence d'une société ordinaire où plus tu as d'investis, plus tu as de parts et plus tu as de voix. Donc, disons que ça rend le système plus démocratique. Donc là, un citoyen peut avoir 100 codes parts, il aura quand même une voix. Donc, il aura autant de voix que le citoyen qui n'a qu'une part. Oui. Ce qui veut dire que le riche qui peut se permettre d'acheter 10 000 codes parts, il aura quand même qu'une seule voix. C'est ça, oui. À égalité avec le pauvre qui va pouvoir lui s'offrir peut-être une cote part à 100 €. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ces membres ? Et bien simplement, c'est eux qui choisissent quel projet on va financer. C'est eux qui votent pour les projets. Donc vous voyez la logique du truc. Les membres, enfin les porteurs de projets soumettent leurs projets, les membres votent pour les projets qu'on va financer, et la banque met à disposition de l'argent à l'AMI, qui va pouvoir utiliser cet argent pour financer les projets. C'est ça, on est là, tout à fait. Bon, bah, voilà, ça présente le truc un petit peu en gros. Et donc après, alors on va rentrer un petit peu dans les détails si tu veux bien, en prenant le point de vue du porteur de projet. Alors on va prendre un entrepreneur, hein, ok ? On prend un entrepreneur, il a un projet. Alors comment il fait ? Comment ça se passe ? C'est quoi le processus ? Eh bien c'est simple, le porteur de projet va présenter un petit peu auprès d'un comité sélectionné par l'AMI les grandes lignes de son projet, combien de financement il a besoin, quel est le projet en général. Voilà, il n'a pas besoin de faire tout un business plan comme avec les banques. Là, il peut simplement décrire les grandes lignes de son projet. Ou ce qu'on peut appeler un business plan, c'est une demi-page avec quelques lignes et puis c'est tout, quoi. Juste savoir de quoi il s'agit, quoi. Hein. Et après, si le comité a validé ce projet, avec bien sûr d'autres projets qui arrivent, il est présenté ensuite à l'ensemble des sociétaires de l'AMI qui pourront décider s'ils acceptent ou pas de le financer. S'ils acceptent de le financer, mettons que l'entrepreneur ait besoin d'un capital d'1 million d'euros pour financer son projet, eh bien, si ma foi les sociétaires acceptent, eh bien, on lui octroie le capital et en contrepartie, l'AMI conserve ce qu'on appelle une contre-garantie de ce capital sous forme de quote-part. Donc ça veut dire que le million d'euros qu'on a prêté à l'entrepreneur sera divisé en différentes quotes-parts que l'entrepreneur pourra à sa guise racheter s'il veut diminuer son endettement au cours du développement de son projet. Ok. Donc, si on reprend notre entrepreneur, voilà, il a un projet d'entreprise, il va soumettre son projet, il va faire un dépôt de projet à l'AMI. Il y a des gens qui vont donc examiner son projet, qui vont le valider ou pas, parce qu'il peut y avoir des projets qui sont complètement, irréalistes. Alors, ils peuvent être écartés, hein. Mais globalement, les projets vont être validés et on va, à partir de là, les soumettre aux membres qui vont examiner le projet et on va ouvrir ce qu'on appelle un forum, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, oui. Un forum, c'est-à-dire un espace dans lequel les gens vont pouvoir dialoguer avec le porteur de projet pour lui poser tout un tas de questions. Donc, il y a une sorte de prévalidation, mais ça ne veut pas dire que le projet
est accepté encore, hein. On a juste prévalidé le fait que c'était un projet réaliste, et donc on le soumet ensuite aux membres. Et les membres ont la possibilité de discuter, de questionner le porteur de projet pour voir tout un tas d'aspects de la question afin de se faire leur idée sur est-ce que je vais voter pour ou est-ce que je vais voter contre. À noter bien sûr que des garde-fous pourraient être mis en place. Par exemple, on peut envisager qu'un expert en la matière soit nommé pour guider les sociétaires dans leur choix, tout simplement, parce que tout le monde n'a pas nécessairement les connaissances de base pour valider ou non un projet. Et donc, on peut envisager qu'il y ait des experts pour simplement guider les gens, quoi. D'accord, ok. Donc il y a un processus de discussion, d'estimation du projet, et après il y a quoi? Il y a un vote en fait, on vote C'est ça, oui. pour ou contre ce projet. Donc si le projet, si on vote pour le projet, bon bah à ce moment-là, il obtient les financements. Mhm. Et si on vote contre, et ben, du coup il n'a pas les financements, mais il peut encore essayer, il peut modifier son projet, l'améliorer pour le représenter plus tard, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. Il y a toujours possibilité de simplement de s'améliorer. Il peut d'ailleurs lui-même être aidé par des experts qui peuvent lui expliquer où sont les erreurs, quelle amélioration il peut apporter pour après représenter son projet. Et si effectivement les sociétaires jugent que c'est mieux, il peut y avoir un nouveau vote, oui. On a, Ok. voilà, on a tous droit à une seconde chance, quoi. Voilà, c'est ça, c'est assez ouvert. Et puis il y a cette souplesse de la discussion aussi, où on fait des va-et-vient. Alors, ce que souligne aussi Thierry Curti dans son article, qui est très intéressant, je trouve, c'est le fait que le porteur de projet, dans ce va-et-vient de discussion avec les membres du forum, va lui-même perfectionner sa vision de son projet, parce qu'on va peut-être lui poser des questions auxquelles il n'avait pas pensé, on va l'amener à préciser certains points, et donc quelque part, même pour lui, c'est déjà une manière de mûrir son projet. C'est ça, tout à fait, oui. Après, il y a deux cas de figure. Le projet est financé, donc il a les moyens de développer le projet, et à partir de là, le projet peut aussi bien fonctionner, mais on sait bien que parfois les entreprises qui ont des projets, elles capotent, ça ne fonctionne pas, et donc elles se retrouvent dans l'impossibilité de payer les intérêts dans la mesure où elles n'ont pas fonctionné. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Eh bien, dans ce cas de figure, on peut nommer un nouvel expert qui va simplement accompagner l'entrepreneur en difficulté, hein, parce que c'est aussi ça, toute la beauté de l'AMI et que les plateformes de financement participatif n'ont pas, c'est que si jamais il y a un projet en difficulté, l'entrepreneur est tout seul. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qu'il faut qu'il se débrouille à trouver des solutions pour s'en sortir. Et malheureusement, la plupart du temps, ça débouche sur une faillite qui provoque une perte de capital. Mais le problème, c'est que si ces faillites sont trop nombreuses, comme ça a été le cas d'Uniland qui a fermé ses portes vers 2018, il me semble, Uniland, 2018-2019. c'était un site de financement participatif, c'était. Alors Uniland, c'est un site de crowdlending, c'est-à-dire qu'au fait, tu prêtes de l'argent à des entreprises, des petites entreprises, mettons, une entreprise a besoin de 5 000 euros, Ouais. tu prêtes 5 000 euros et en échange, l'entreprise te payait un intérêt, quoi, hein. Ouais. Alors les intérêts étaient quand même élevés compte tenu du risque, mais le problème c'est que le taux de défaillance était tel que du coup la plateforme tout simplement a elle-même fait faillite, quoi, hein. Parce que avec les pertes en capital qui avaient lieu, beaucoup de gens quittaient tout simplement la plateforme, donc elle avait plus de quoi payer ses commissions. Et donc là, pour en revenir à l'AMI, l'avantage c'est que là il va y avoir vraiment une démarche d'accompagnement des entrepreneurs en difficulté, hein. Il serait même possible de renégocier un nouveau prêt, par exemple, pour soutenir un nouveau projet qui rattraperait le précédent. Enfin, il y a un arsenal, quoi. L'entrepreneur ne sera pas seul. Ok. Bon, alors, donc, bon, je crois que les gens voient un peu le processus pour ce qui est du porteur de projet. Maintenant, on va prendre le point de vue du membre. Donc, le membre, Mhm. en fait, le membre, c'est n'importe qui, en fait, qui a acheté une cote-part. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ça peut être un particulier qui n'a acheté qu'une seule quote-part pour décider dans l'économie. Ça peut être quelqu'un qui veut placer son épargne, mettons, je sais pas, 20, 30 000 euros. Et ça peut être aussi également des riches qui veulent investir également d'une autre manière dans des projets éthiques. Bon,
c'est n'importe qui les acteurs. Ça peut aussi être des entreprises, ça peut être également des collectivités qui peuvent investir également. Voilà. Et C'est alors, vraiment très ouvert, quoi. quel est l'intérêt pour une personne d'acheter des codes-parts finalement? Est-ce que c'est une manière de placer son argent? Euh, alors déjà, comme on l'a dit depuis le départ et comme Thierry l'a clairement mentionné, placer son argent, ce serait peut-être pas le mot, hein. Donc déjà, l'intérêt d'avoir une quote-part, c'est déjà d'avoir une voix, hein, pour décider des projets, parce que pour décider du projet en investissant dans le fonds, enfin en investissant, en achetant des quotes-parts dans le fonds de garantie, ça permet d'avoir une voix pour choisir les projets qu'on veut, de voter en quelque sorte. Mhm. Et puis après, si le projet réussit, si ça réussit, c'est d'en tirer un petit bénéfice qui pourrait potentiellement bénéficier ben, aux détenteurs de quote-part, quoi. Mais c'est pas l'objectif premier, on va dire. D'accord. Si- Et donc oui, parce que il y a une sorte de redistribution quand même des bénéfices qui fait qu'à un moment donné, le détenteur de quote-part a une petite retombée sur son investissement. C'est ça, tout à fait. Voilà. L'AMI engrangera des bénéfices, mais ce sera pas son impératif, quoi, Voilà. en quelque Alors, sorte. donc, dans l'idéal, il devrait toucher 6%, c'est ça, Mhm. mais au final, étant donné qu'il y a certains projets qui capotent, on n'est pas tout à fait à 6%, mais voilà, on est autour de ça, quoi. C'est ça, tout à Donc, fait, oui. on est quand même bien au-dessus de la rentabilité d'un livret A, par exemple. Oh, largement, oui. Ouais. Sachant qu'un livret A, maintenant, c'est 0,5% depuis récemment. Bon, c'est... Voilà, on est loin quand même. Ah oui. Ok. Livret A, enfin, mon entourage, il y en a quelques-uns qui ont un livret A, ils me disent c'est juste une tirelire virtuelle, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Ok. Bon, donc, alors, pour lui, donc, il y a l'aspect donc rentabilité de son investissement, mais il y a aussi le fait, comme tu le soulignais, que il devient une sorte de citoyen de l'économie, c'est-à-dire il va pouvoir voter pour certains projets. Donc c'est une activité en soi, en fait, qui correspond à un monde post-emploi salarié, on va dire. Enfin, il y aura quand même encore des emplois salariés, hein, bien sûr, mais il y aura une certaine masse qui aura été libérée de ce travail salarié et qui aura la possibilité de créer sa propre activité, mais aussi d'être une sorte de votant sur les activités qui se présentent et qui donc a la possibilité d'orienter des flux de financement sur certains projets plutôt que d'autres. Donc l'intérêt pour cette personne, c'est donc d'exercer cette citoyenneté économique. C'est ça, tout à fait, oui. Au lieu que ça soit une oligarchie comme au 19e ou au début du 20e siècle qui, de par ses investissements, choisit les projets dans lesquels elle veut investir, là c'est vraiment la majorité de la population, parce que tout le monde n'aura pas nécessairement des parts dans le fond ne voudront pas nécessairement participer à l'AMI, hein. Mais une majorité qui le désire pourront influer sur l'orientation économique. Voilà. Voilà. Et Chose ça qui n'était pas possible jusque-là. voilà, c'est quand même quelque chose d'énorme. Parce que, donc, comme tu le disais, jusqu'ici, ceux qui avaient le pouvoir de décider de l'orientation des flux de financement, c'était simplement ceux qui les détenaient, donc c'était les riches. C'est ça, tout à fait, oui. Le fameux détenteur du capital, en fait, qui décide, bon, on va financer ce projet, et puis on va pas financer celui-là. Donc pour terminer, j'aimerais qu'on prenne le point de vue de la banque, qui est l'aspect un petit peu plus technique et dont on parlera probablement un peu plus avec Martin aussi, mais j'aimerais l'aborder avec toi. Donc la banque, elle met à disposition un crédit auprès de l'AMI. Donc c'est une seule somme, en fait la banque finance non pas chaque projet de l'AMI, mais l'AMI, elle finance l'AMI. C'est ça, tout à fait. Alors à noter que les banques, bien sûr, continueront leur activité de financement comme elles le font aujourd'hui, hein. C'est juste qu'elles auront un nouvel acteur à financer, quoi, Voilà, hein, tout à fait. qui lui-même en financera d'autres. Oui, Voilà. oui, ça ne supprime pas les fonctions habituelles de la banque, simplement Ah il y non, a un hein. nouvel acteur qui est l'AMI. Donc la banque met à disposition une certaine somme à l'AMI qui peut l'utiliser pour financer des projets en fonction du vote de ses membres. C'est ça, oui. Et alors, cette somme que les banques mettent à disposition auprès de l'AMI, est-ce qu'elle-même doit être remboursée par l'AMI progressivement? Ou est-ce que, il me semble que c'est ce que j'ai compris, l'AMI doit simplement rembourser, là encore, les intérêts? Oh ça après, pour le prêt,
Alors, je sais que pour les grosses institutions en général, bon ben, c'est pas comme pour les particuliers en général, surtout quand tu es une institution qui a quand même une certaine réserve et qui pèse dans l'économie. Je veux dire, tu peux te permettre d'être souple vis-à-vis des banques. Je veux dire, quand tu es un énorme client et qui se pointe et qui veut financer tel ou tel projet, en général, bah, c'est le banquier qui te demande bah, à quel prix tu le veux, quoi. Et c'est pour tout le monde pareil. Donc, euh, donc ma foi, l'AMI, plus l'AMI sera grosse et pèsera dans l'économie réelle, et plus elle pourra imposer ses conditions bah, aux banques, quoi. Hein. Et ça, aujourd'hui, on le voit aussi. Par exemple, moi, je travaille dans une boutique de vêtements. Bah, le mec qui va débourser 10, 15 000 euros pour s'acheter tout un tas de produits, bah, je veux dire, c'est lui qui fixe ses conditions, quoi. Hein. Parce que ce genre de client, c'est pas tous les 4 matins qu'on en voit. Je veux dire, Mais oui, mais quand même, si tu veux, ce que j'avais vu, c'est que en gros, l'AMI rembourse auprès des banques des intérêts. C'est ça, hein. alors alors il me semble que selon Thierry, c'est entre 3 et 4% que l'AMI paierait en intérêt aux banques, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, je crois que vraiment l'essentiel dans cette histoire, c'est le fait que les citoyens vont pouvoir décider de l'orientation de l'économie, en fait, ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Seuls les riches, finalement, détenaient les capitaux qui leur permettaient d'avoir ce pouvoir de décision, alors que là, tout le monde pourra y participer. C'est une démocratisation de l'économie, en fait. Ah, c'est ça, tout à fait, oui. Hein. Au 19e siècle, bon, bah, seule une dizaine de familles bah, contrôlaient l'économie. Tout simplement, bon, c'était ceux qui étaient riches avant la Révolution française. La majorité de la population étant rurale, frustre, inculte, ben, ne pouvait pas participer ni au pouvoir politique ni au pouvoir économique. Ils étaient soit paysans, soit ouvriers au service de ces riches. À partir du milieu du 20e siècle, dès les années 50, bah, les choses changent. L'ouvrier bah, va devenir un citoyen qui va être instruit et qui par conséquent va pouvoir voter. Il va pouvoir même initier des projets et rejoindre ben, cette oligarchie qui maintenant est plus diverse. Sur les fameux classements des 500 plus grandes fortunes de France, ben, les profils sont plus diversifiés qu'au siècle précédent. Hein. Là maintenant, ben... alors les grandes familles qui dominaient le 19e siècle, ils sont toujours, mais moins influentes que certains nouveaux riches qu'on a actuellement. Et au 21e siècle, eh ben, ce sera l'ensemble de la population ben, qui choisira les grandes orientations. Hein. Voilà. Est-ce qu'on pourrait clarifier la différence entre l'AMI, le système de l'AMI, et les systèmes actuels de financement participatif? Qu'est-ce qu'apporte Bah, l'AMI que ces systèmes qui existent déjà n'apportent pas? bah, d'un point de vue purement financier, bah, déjà l'AMI s'appuie sur le levier bancaire. C'est-à-dire qu'elle n'émet pas de l'argent des membres, contrairement aux associations enfin, aux actuelles plateformes de financement participatif, elles émettent du crédit qui elle-même a été émise par la banque, qui elle-même dispose bah, de la concession bancaire, bah, qui lui donne le droit d'émettre du crédit bah, en fonction de ses propres réserves. Quoi. Et parmi ces réserves, bah, il y a l'épargne collective. Donc, Bon, ben, en tout cas, je vois l'idée en gros. Trois acteurs qui sont reliés par l'AMI, mm-hmm, et l'AMI qui sert d'intermédiation. Donc, elle récupère des fonds par le crédit bancaire. mm-hmm, Les citoyens qui sont membres achètent des cotes-parts qui permettent de créer un fonds de garantie sur mm-hmm. lequel la banque peut appuyer son crédit bancaire. Et les citoyens votent les projets qui sont déposés de sorte qu'ils ont un choix d'orientation de l'économie réelle. Alors les citoyens qui peuvent être des riches, des pauvres, peu importe, tout le monde est à égalité, tout le monde dispose d'une voix et tout le monde vote avec sa voix pour les projets qui sont présentés par les porteurs de projets qui soumettent, qui font un dépôt de projet qui est évalué, qui est estimé, qui est discuté et qui est voté. Donc voilà. C'est un système très innovant qui n'existe pas en fait pour l'instant, hein, et qu'a inventé donc Thierry Curtier. Ah ben, quand j'ai appris le fonctionnement de ce projet, là franchement, et que j'ai commencé à rédiger l'article, je t'avoue que plus je m'y penche et plus c'est vraiment un système qui me séduit. Franchement, enfin, je savais bien que le financement participatif était l'avenir, mais de là à imaginer le relier au crédit bancaire, là je t'avoue que c'est
Parce que mine de rien, en gros, c'est quand même accorder le crédit bancaire à l'ensemble de la population, quoi. C'est pas juste les banques qui, elles, toutes seules, décident. C'est vraiment la population qui, renforcée par ce levier bancaire, peut décider des grandes orientations de l'économie, quoi. Hein. Et ça, c'est effectivement, c'est un pas de plus dans la démocratisation du système capitaliste qui va le conduire à son apogée jusqu'à la fin, d'ici la fin du siècle, quoi. Hein. Bon, super. Merci à toi, John. Je pense c'est moi qui te remercie. Hein. On a là quelques bases pour permettre aux gens de comprendre ce concept. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre, mais si déjà vous avez compris les grandes lignes, c'est bien. Vous voyez que c'est un outil précieux pour cette nouvelle économie dans laquelle effectivement beaucoup de gens seront libérés de l'emploi salarié, mais n'en seront pas moins actifs, puisqu'ils auront, grâce à cette libération de leur temps de vie, la possibilité de développer des projets, de développer des activités. Seulement, il ne suffit pas d'avoir des idées, il faut les financer. Et donc l'AMI permettra à ces gens d'avoir une activité qui est financée de façon à pouvoir la réaliser concrètement. Ah, tout à fait, oui. Moins de travail, c'est pas moins d'activité, comme le dit Thierry, et comme il le martèle, c'est plus d'activité. Hein. Parce que c'est justement dans des situations comme par exemple là, le coronavirus, où tout le monde est confiné, que les initiatives venant des individus émergent, justement. Hein. Avant ça, ils étaient trop occupés à être cantonnés à leur travail répétitif, stupide pour ceux qui ont à subir les fameux bullshit jobs. Mais c'est justement dans ces situations-là que l'initiative prend son essor, quoi, hein, en dehors du travail, parce que les individus ont le temps pour ça, hein, parce que pour initier un projet, il faut du temps, hein. Alors des capitaux naturellement, mais surtout du temps. Alors moins de travail, c'est plus d'activité, hein, voilà. Plus d'initiatives et une économie beaucoup plus diversifiée, hein, et moins oligarchique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Hein. Moins de travail, c'est plus d'activité, à condition que ton activité puisse être financée, et c'est ce que permet justement l'AMI. Parce que si on n'avait pas dans ce système de nouvelle économie cet élément qu'est l'AMI, on aurait juste des gens en fait qui ont de quoi survivre grâce aux revenus de base, qui ont un projet dans la tête et qui n'ont pas les financements. Sauf si derrière ils ont des contacts avec des personnes qui ont les moyens de les financer. Oui, mais c'est ça, oui, tout à fait. Tout le monde. Il y a plein de gens qui ont des idées, mais dans leur entourage, il n'y a personne qui veut les financer ou qui est capable de les financer, qui en a les moyens. Tandis que là, avec l'AMI, tout le monde aura les moyens de financer son projet. Et ça, c'est juste énorme. Ça veut dire que dans cette nouvelle situation qui est en train de se préciser, hein, où il y aura des masses de travailleurs qui seront mis au chômage avec le revenu de base, et tous ces gens-là vont constituer une nouvelle couche économique d'actifs, de personnes qui ont une activité, mais encore faut-il qu'elle puisse être financée, cette activité, et c'est justement l'élément qu'apporte l'AMI, l'action mutuelle d'investissement. Ça, tout à fait. Et puis d'ailleurs, les gens, une fois que tous ces systèmes se seront mis en place, je ne m'inquiète pas sur le fait qu'ils vont rapidement se l'approprier. De toute façon, maintenant, pour une assez grosse majorité de la population, le salariat, ça fait plus vraiment rêver, ça fait plus rêver personne. Hein. Même dans mon entourage, j'ai des gens qui ont travaillé à l'usine parce qu'ils savaient pas trop quoi faire. Et là, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est justement avoir leur activité à eux, quoi. Mais bon, comme ils me disent, le problème, c'est que ils savent pas par où commencer, ils savent pas comment se financer, surtout parce que. Mais si on met en place ces outils au niveau de l'État par des choix politiques, eh bien là, pour ceux qui craignent notamment l'oisiveté avec le revenu de base, non. Hein. Encore une fois, ce qui coûte cher, c'est pas le revenu de base en lui-même. C'est simplement qu'on ne fait rien des gens. Hein. C'est sûr que si on se contente de mettre en place le revenu de base à 900 € par mois, mais sans rien proposer derrière, là, ça va coûter cher hein, et que ce ne sera pas finançable. Mais si on propose derrière quelque chose, un système d'économie collaborative pour que les gens puissent s'activer, créer leur activité, et Dieu sait que les gens veulent s'activer, c'est complètement faux de dire que sans travail, les gens sont oisifs, qu'ils foutront rien de leur journée. Il y aura des exceptions, mais bon, ce seront vraiment des exceptions. Si on met un système derrière, les gens contribueront, et ça, j'en suis certain. Exact. Voilà. Ça, c'est super important, merci de l'avoir précisé. C'est vraiment un système dans lequel la libération vis-à-vis de l'emploi salarié ne conduit pas à l'oisiveté, à la passivité, à l'assistanat, mais au contraire à l'activité créatrice de richesse pour toute la société.
Mais encore faut-il C'est ça. avoir un écosystème, une structure économique qui permet d'impulser tout ça. En tout cas, génial. Merci beaucoup à toi, John. Et Bah, de rien. je ferai appel à tes connaissances pour d'autres sujets où on va essayer de vulgariser pour les gens certains concepts qu'on porte au courant constructif. D'accord, très bien. Et ben avec plaisir.